Yo tout le monde, ici Juju pas tout seul car aujourd'hui je suis avec mon collègue Mathis. Comment ça va Mathis? Ça va bien et toi Juju, pas tout le monde? C'est ton nom? C'est ce qu'on dit, c'est bien mon nom actuel. Bah pas tout seul en tout cas, mais là je ne suis pas tout seul donc c'est bien mon nom actuellement. Donc aujourd'hui nous sommes ici pour vous parler du film Mickey 17 ou Mickey 17 à la French Touch, comme on pourrait le dire, réalisé par Bong Joon-ho, que vous connaissez probablement pour avoir réalisé le film Parasite, qui a récolté de nombreux Oscars, dont celui du meilleur réalisateur du meilleur film en 2020 je crois, ou 21. Donc par exemple, et puis il a réalisé d'autres films assez connus comme Snowpiercer, Okja, Memories of Murder, etc. Et donc c'est un film qui est assez intéressant parce que c'est son premier film post-Oscar, post-Parasite, qui a été un événement interplanétaire. Il nous refait un film du côté des États-Unis avec donc des acteurs américains et une équipe en partie américaine, avec cette adaptation d'un livre de SF qui s'appelle Mickey 7. Je ne connais pas du tout le contenu du livre, je ne sais pas si le film est extrêmement fidèle au livre, mais on va en tout cas parler du film en lui-même en tant qu'entité propre. Et donc on va peut-être vous donner un petit avis sans spoiler pour commencer. Donc quel est ton apport au cinéma de Bong Joon-ho, Mathis? Est-ce que tu en as? J'ai entendu parler de Parasite pendant un petit moment, comme tu l'as dit, ça a été un phénomène interplanétaire. On voit sa touche, voilà, on sait à quoi ça ressemble, etc. Pour ma part, j'ai plus de mal à retenir les noms des réals. Je regarde pas mal de films, mais souvent j'ai pas le nom des producteurs, des réals, des ingé son ou vidéo, ou designers photographiques. Enfin, il y a tellement de personnes qui travaillent sur un film, quoi. C'est une vraie industrie, comme on peut le connaître. Où il parle de sujets de société. Il va aborder des sujets souvent par des caricatures il a des univers, des biomes, on va dire. T'as parlé d'un film où c'est l'univers plus dans le froid. Je trouve que Mickey 17, c'est un peu la conclusion, peut-être qu'il va en faire un autre de film de SF de ce style-là, de la satire un peu de science-fiction que a fait Bong Joon-ho aux États-Unis avec Okja et Snowpiercer. On retrouve des éléments qui se ressemblent à ces films-là. Donc il faut savoir que du coup moi j'ai vu 4 films de Bong Joon-ho, maintenant 5 avec Mickey 17. Donc j'ai vu donc Memories of Murder, qui est un grand classique du film noir coréen. C'est un film qui est très bien, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec le style du film, c'est pas nécessairement mon type de film, comme Parasite. Parasite dans l'absolu, c'est un film qui est plutôt parfait dans un sens, mais le ton, le style, c'est pas mon délire non plus, ça va être la vibe coréenne, je sais pas, c'est peut-être un ton qui m'est pas très approprié, et je suis paradoxalement, c'est là que ça va peut-être faire gueuler des gens, mais je suis plus fan de son travail aux États-Unis quand il s'agit de faire des films blockbusteresques de SF. Après la SF c'est plus mon délire, la science-fiction, donc moi j'aime beaucoup Okja, je sais pas si c'est mon film préféré de Netflix, après c'est pas compliqué avec les films de Netflix, mais Okja, après je suis très attaché aux animaux, etc. Donc Okja j'avais bien apprécié, et j'aime beaucoup Snowpiercer qui était adapté d'un bouquin, donc d'une BD française. Donc et là on est un peu dans la prolongation, on est dans le prolongement plutôt, on n'est pas au foot, mais vu qu'on retrouve un décor enneigé, on retrouve des animaux qui ressemblent un peu à la créature de Okja, on retrouve la thématique principale de Bong Joon-ho qui parle des classes sociales, des inégalités, des classes, des inégalités mondiaux de manière générale, et on le retrouve de nouveau dans une satire. Une satire, Parasite était plus ou moins une satire au début du film avant que ça parte plus dans un vrai drame au final, alors que là on est plus ou moins dans la full satire. Et pour commencer, du coup par rapport à mon avis sur ces films-là, et à ton expérience du coup par rapport à Bong Joon-ho, comment pourrais-tu recommander Mickey 17? Je trouve intéressant si vous voulez découvrir comment un réalisateur a pu aborder des sujets comme le transhumanisme. Il y a cette question, comme tu l'as dit, de la société, dans le sens qu'il y a une hiérarchie sociale. On sait, dans la bande-annonce, il me semble que ça parle d'un voyage spatial, donc qui dit voyage spatial dit hiérarchie. Comme on peut l'avoir dans Star Trek, etc. T'as le commandant, t'as pas mal de personnes qui vont interagir entre eux, qui vont créer une dynamique de groupe, et dans les vaisseaux, mine de rien, tu peux être coupé ou t'es très loin de la Terre, donc tu dois t'auto-gérer. Et donc, en ayant cette dimension d'autogestion, tu peux avoir des dérives de la part de ceux qui ont le pouvoir, ou des comment dire autrement. T'as la question des dérives, mais t'as aussi d'autres points qui peuvent être abordés, comme des découvertes et la vie dite humaine, ou à l'inverse, les bons côtés humains, soit les qualités, soit les défauts, ou les deux, qui peuvent ressortir justement. D'autant plus que ce Mickey, il s'est embauché sur ce périple pour échapper à un danger. J'avoue que je voulais pas me spoiler par rapport à la bande-annonce, parce que souvent t'as des spoils de rêves, de blagues, des choses comme ça. Mais toi, tu connaissais le film un petit peu ou pas du tout? Pas du tout. C'était full surprise. Ouais, c'était le but aussi, c'est pour pouvoir découvrir, pas avoir d'a priori dessus. Parce que je sais que quand je regarde une bande-annonce, si c'est un univers qui me parle, ou une question qui me parle, ou que je peux maîtriser,
Par exemple, la question de bioéthique, de transhumanisme, tout ça, ou de l'eugénisme, enfin, ces différentes questions qui portent à l'évolution, des évolutions potentielles du genre humain, me parlent, et il y en a certaines où je vois certaines inventions scientifiques qui vont vers une autre direction. Après, il y en a qui sont freinés par des bureaux éthiques, on peut appeler ça comme ça. Après, pognon, l'argent gère notre société actuelle. De voir des films de science-fiction présentant des vies possibles ou des utilisations possibles d'une technologie et ses dérives, c'est intéressant. Plein de films qui parlent de ce type de société. T'as par exemple The Circle où t'as Emma Watson, où là ils vont présenter une civilisation où d'un coup tout le monde va être surveillé avec des caméras partout et le film est ouvert à la fin, donc ça laisse à la réflexion. T'as d'autres films où là c'est davantage la question de par exemple Robocop, qui est assez connu avec le fait d'avoir un corps bionique. Est-ce que justement c'est intéressant ou pas? Est-ce que l'humain passe avant la machine? Voilà, enfin il y a différents points qui vont. T'as Wall-E aussi. On peut parler de Wall-E, mine de rien, les humains sont partis parce qu'ils ont détruit la Terre. Ils sont dans un vaisseau. Wall-E est tout seul. Il y a plusieurs théories qui disent que Wall-E a tué tous ses congénères. C'est pour ça qu'il y a encore pas mal de compactage de déchets sur la Terre. Le fait est que voilà, il y a toute cette dimension de les machines. Est-ce qu'on peut les considérer que comme des machines ou est-ce que elles ont leur propre intellect et petit à petit avec les IA, est-ce que justement et en ayant leur propre personnalité, elles ont une dimension d'individu et donc sont attraits à des droits et à des devoirs bien entendu, mais l'un va pas sans l'autre. Ou est-ce que c'est que des objets et voilà, est-ce que quelque chose qui est réplicable peut être considéré comme un objet ou pas? Ça, cette question-là, il faut la garder en tête parce que ça peut servir pour la suite de notre discussion par rapport à Mikey 17. Mais si je donnerais mon avis sur Mikey 17, moi j'ai beaucoup... Après, j'ai vu des gens qui étaient divisés sur le film avant de voir le film, mais moi j'ai beaucoup apprécié le film, dans le sens où, comme j'ai dit, c'est dans le prolongement de ce qu'il a fait précédemment, et il ressent le style Bong Joon-ho, et je trouve que son style est très intéressant quand ça s'applique à des thématiques et à un style un peu américain, un peu hollywoodien, c'est qu'il s'adapte à ce système pour nous offrir des blockbusters assez singuliers, on va dire, dans le sens où déjà on n'est pas dans un film qui est issu d'une franchise, et malheureusement, et avec peu de surprise, je pense que le film sera un échec commercial parce que c'est un film qui n'est pas issu d'une franchise, et à part Robert Pattinson, qui est un peu une figure quand même plutôt populaire, je serais surpris que le film marche au point d'être rentable. Surtout qu'à priori, le film a eu des petits problèmes, c'est qu'à priori, Bong Joon-ho n'avait pas le mot pour avoir le final cut du film, mais a priori, s'il l'avait, et ils ont reporté le film d'1 an, etc., ça fait presque 5 ans qu'il a pas fait de film, il me semble. Donc j'ai la sensation qu'il y a eu quelques événements backstage qui étaient peut-être assez compliqués, notamment parce que le fait que Bong Joon-ho, c'est un réalisateur qui est très singulier par rapport à l'industrie hollywoodienne, et que peut-être il y avait une sorte de synchronisation entre les deux qui était pas très homogène, on va dire, qui a fait que le film a mis du temps à sortir, mais pour le mieux, dans le sens où ça change, comme j'ai dit, des blockbusters qu'on se tape actuellement, c'est pas Fast and Furious, c'est pas un Marvel, c'est un film blockbuster qui a un gros budget certes, mais qui reste, déjà, c'est un film qui est plutôt violent, c'est un film rated R, moins de 18 ans, et c'est un film qui a des thématiques sociétaux très profondes, on parle du transhumanisme, comme tu l'as dit, on parle du capitalisme, on peut retrouver des réminiscences entre la société dystopique de ce film-là et notre société actuelle, que ce soit nous ou par exemple dans l'autre continent par exemple, et c'est un film qui parle bien sûr de la crise identitaire, c'est un film qui est aussi psychologique sur le personnage de Robert Pattinson, sur ce questionnement du clonage, donc avec le transhumanisme et l'avenir de l'humanité, et comment cet avenir pourrait se prolonger dans le monde. Donc c'est aussi un film qui parle de colonialisme également, il y en a beaucoup, j'ai vu certaines comparaisons à Avatar, surtout le dernier, par rapport à la fin du film. Ok, là je comprends les comparaisons avec Avatar, surtout qu'il y a le côté colonialisme des humains qui veulent coloniser un monde qui n'était pas le leur avant, etc. Donc on retrouve des thématiques, et on retrouve aussi un peu la thématique de la torture animale, qui était quelque chose qu'on avait dans Okja, qu'on a ici dans une moindre mesure dans Mikey 17, mais qu'on a quand même pour justifier la haine qu'on est censé avoir envers les antagonistes du film, et pour vraiment assumer le côté satirique de ce film-là, Bong Joon-ho se moque aussi de ses ennemis, des vilains, des antagonistes. C'est qu'à aucun moment les antagonistes sont intelligents ou vraiment menaçants, quoi. Ils sont cruels, il y a des séquences où ils sont cruels et tu les détestes, et c'est des séquences qui sont là pour te dire ok, il me fait rire, je l'aime bien, tu vois.
Et après, la scène d'après, il va torturer peut-être quelqu'un, un objet, un animal. Et là, tu dis, bon, ça reste un connard, tu vois, faut qu'on le batte à la fin, quoi. Donc, il assume à fond sa satire dans le fait où les méchants, c'est pas des méchants complexes avec une intelligence ou une motivation de fou, c'est des losers, en fait. Et Robert Pattinson, et c'est là que je respecte beaucoup Robert Pattinson en tant qu'acteur depuis ses jours, depuis Twilight, on va dire, c'est que Robert Pattinson vraiment porte le film à 100%, il est à fond dans son rôle, dans ses rôles, on va dire. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de regarder Mikey 16 pour comprendre Mikey 17. Donc tout le film est très clair sur ce que vous allez voir. Et après il y a 16 films, faut y arriver avec ça. Robert Pattinson forcément il est très très bon, c'est qu'il a pas du tout la tête du rôle qu'il joue, quoi. C'est que le mec Robert Pattinson, c'est le stéréotype du beau gosse, classe, malin, qui va draguer des meufs, etc. Et là, il joue un plouc. Genre, il joue un mec que personne ne respecte, que tout le monde rejette, qui est ignoré par le monde et qui est traité comme un rat de laboratoire humain aussi. Et je pense qu'on peut aussi voir une sorte de personnification dans ce film-là, des animaux de laboratoire qui sont torturés afin qu'on y découvre des découvertes, qu'on y crée des vaccins. Sauf que là, on l'appelle qu'un être humain, ce qui, de façon obligatoire, va peut-être renforcer l'attache qu'on aurait envers le personnage, vu que comme c'est un humain, on a les mêmes expressivités que lui. Et c'est aussi ça qui est intéressant à développer dans ce que vit le personnage de Robert Pattinson. Surtout qu'on retrouve entre guillemets le système de film en boucle, avec le fait qu'à chaque fois qu'il meurt, il revient à la vie à chaque fois, et encore, ça reste aussi ambigu dans cet aspect-là. Donc, c'est un film qui fait 2h15, et personnellement, j'ai pas vu le temps passer, je trouvais que toutes les thématiques qui étaient intéressantes ont été exploitées, que la satire fait que le film est assez drôle, c'est que j'ai pas mal ricané devant le film, il y a des bonnes blagues, des bons jeux de rythme, de tempo, qui rendent le film assez comique, mais sans oublier la tragédie pour autant, c'est que, à la manière de beaucoup de films coréens, on a une musique qui est très mélancolique, par exemple, qui accompagne le film. On peut avoir des séquences comiques, et en parallèle, tu as cette musique mélancolique qui te rappelle que putain, c'est quand même horrible ce qu'il vit durant tout le film. Et c'est un film qui va jusqu'au bout de ses idées, qui se termine de façon correcte. Et dans ce côté-là, je ne pourrais que vous le recommander. Donc voilà pour Mikey 17. Donc que vous dire de plus, en dehors du fait que pour moi c'est plutôt une réussite, et que avec le fait que le film sera probablement une sous-performance au box-office, je vous encouragerai, en tout cas on vous encourage d'aller le voir. Donc est-ce que je suis dans la logique de ton avis ? Oui, totalement. Pour ma part, oui, je trouve que c'est un bon film. Et en ayant après le film parlé avec Julien, il y a toute cette dimension-là de ok, Parasite, je savais qu'il avait fait, mais par exemple les autres films je savais pas, et ok, ça répond. Et t'as vraiment cette dimension de c'est une sorte de compilation de pas mal de ces films où c'est l'apogée de son œuvre ou de son art, on peut dire. Après, qui sait ce qui nous réserve pour l'avenir. Le fait de voir Robert Pattinson dedans, surprise, on va dire, dans le sens où, comme tu l'as dit, il a vraiment ce côté de playboy, tu vois, qui va draguer, qui est mignon et c'est tout. Or, dans le film, il a vraiment une personnalité, il y a vraiment, ça joue vraiment avec la psychologie. Et le fait d'avoir ce parallèle-là aide en plus à traiter certains sujets, comme la vie humaine, qu'est-ce que c'est. Il y a beaucoup la question de la mort, qui est à trait, mine de rien, lié au clonage. Est-ce qu'on considère qu'un clone c'est un humain ou pas ? Des questions comme ça, et je trouve intéressant d'avoir traité pas mal de sujets. Après, il y a un seul truc peut-être que je pourrais trouver en reproche, après c'est un reproche, c'est vraiment la dimension de... Il y a beaucoup de choses qui sont traitées, même si elles sont bien traitées, ça, parfois tu peux pas te focaliser sur un sujet, et donc tu perds... Au sens premier, il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de dialogues qui sont diffusés. Après, au spectateur de choisir, entre guillemets, ok, j'aime bien ce discours-là par rapport, par exemple, à la violence des animaux, par rapport à la question de qu'est-ce qu'un alien, alien étranger de base, en tout cas ça vient de là. L'aliénation, ça vient de là aussi. Enfin, on peut reprendre l'histoire de la langue française, etc., ou de la langue tout simplement, pour dire, ok, t'as la dimension de sur Terre, quand on considère il y a des ovnis, c'est des aliens qui arrivent, c'est des étrangers qui viennent. Là, t'as la dimension de la colonisation, c'est les natifs qui sont des aliens, il faut les buter. Enfin, entre guillemets, tu vois. Et t'as la même histoire avec Avatar, dans le sens où t'arrives sur une planète, tu veux ses ressources, ou tu veux t'implanter, on supprime les espèces, au moins on a la Terre pour nous, ou cette planète pour nous. Et donc le fait de traiter cette question est intéressante pour la question vraiment de comment on peut vivre dans l'espace, comment on peut vivre avec le plan de coloniser une planète. Sachant que,
Mais non, c'est des questions qui sont souvent évoquées, souvent posées dans l'actualité plus ou moins fréquemment, mais qui sont posées sur le fait, on voit bien qu'à cause de plusieurs drames, que ce soit écologique, que ce soit nucléaire ou autre, il y a certaines régions où c'est compliqué de vivre, dans un certain temps, ça sera compliqué de vivre, ou du moins, on vivra pas avec les mêmes caractéristiques. On voit bien que, ça se réchauffe un peu plus, que l'air est davantage pollué. Après, c'est pas une fin en soi. Il faut s'y préoccuper. Même s'il y a pas mal de warnings, des choses comme ça, de lanceurs d'alerte qui en parlent. Le fait d'avoir un réalisateur assez connu, qui a fait Parasite, qui est très connu, ça renforce le côté de, ok, j'ai vu ce problème, même si, par exemple, l'écologie, ça fait beaucoup d'années qu'on en parle. Ça fait que quelques années qu'on commence à dire ouais, il faut faire des choses. Cette dimension-là, tu vois, qui évolue. Et je trouve intéressant comme film. Tout ça pour conclure, ce film, je le trouve intéressant. Bien aller voir. Et on voit vraiment Robert Pattinson qui joue Edward dans Twilight ou Batman. Pardon, pourquoi j'ai pris un accent, je ne sais pas. D'un nouveau jour. Et je trouve intéressant ce côté d'alter. On pourrait dire ça comme ça. Ça me fait vraiment penser, les clones me font vraiment penser à des alters, comme dans le cadre du TDI. Ouais. Ah, ça m'a fait penser. Quand tu dis alter, ça me fait penser à la série Sévrance, d'ailleurs, qui est une série où justement, je sais pas si tu la connais, c'est une série, c'est le plus grand succès d'Apple. Les personnages de la série qui ont une puce leur sont implantées dans le cerveau, quand ils travaillent du coup dans une grosse compagnie d'entreprise, en fait, la puce efface leur mémoire de vie personnelle. Et donc les personnes, quand ils travaillent, ils connaissent pas leur vie, ils savent pas qui ils sont. Et ensuite, cette puce se désactive quand ils sortent du travail, et là, t'as la vie personnelle qui reprend, comme si cette personne-là, en fait, il vit que des vacances, en fait. C'est une autre partie de sa conscience qui travaille, mais cette conscience-là, elle ne connaît pas sa version extérieure au travail, donc les inters et les externes, du coup. Et donc, ça m'a un peu fait penser à cette thématique-là par rapport à Robert Pattinson. Surtout, on le voit à la bande-annonce, mais le plot du film sera surtout lancé par le fait qu'à un moment donné, il y aura 2 Robert Pattinson qui vont se retrouver, se croiser, ce qui va créer le bordel, en tout cas l'intrigue du film, sur comment les deux pourraient s'en sortir et pourraient assumer le fait que, en fait, ce sont peut-être une seule et même personne, oui, mais vu qu'ils sont les deux divisés en 2 personnes, ce sont 2 entités différentes en fait, avec peut-être des personnalités relativement différentes. Et c'est comme tu vas dire, il y a tout le traitement de l'aliénation par rapport aux aliens, et justement je trouve que dans le design des aliens, il y a ce côté-là, c'est que les aliens ressemblent grosso modo à des cafards. C'est un peu des gros cafards, des insectes, on dirait un peu insectoïdes. Ça ressemble à des insectes dans la nature. D'ailleurs qu'on retrouvait à une certaine époque sur Terre. À un moment, quand il y avait beaucoup plus d'oxygène, les insectes étaient beaucoup plus gros. Oui. Et t'as vraiment cette dimension de, voilà, c'est une Terre nouvelle, c'est une Terre neuve, et néanmoins qui ont un moyen de communiquer. On peut dire ça, comme toutes les espèces, communiquent entre elles de manière plus ou moins réfléchie. Mais ils ont gardé cette logique de, ça part du vivant, et c'est du vivant qu'on connaît. Même si c'est une créature fictive, c'est du vivant qu'on connaît et qui a une manière d'interagir comme on connaît. Il y a la figure d'autorité, des discussions ou des sons qui s'émettent. Ça peut être par des gestes, par de la lumière, par de la chimie. Il y a vraiment beaucoup de cas de communication, beaucoup de moyens de communication qui sont possibles entre interespèces et entre les espèces. Et je trouve ça assez intéressant de voir, ils sont inspirés de la vie, ils ont pris des choses qu'on prend comme, on va dire, constat, du moins, dans le cas de l'être humain, ils recherchent des planètes qui correspondent à notre biome. On peut dire ça comme ça. Qui ont les caractéristiques de la Terre. Donc, en partant de ce principe-là, si tu as les caractéristiques de la Terre, de grandes chances qu'il y ait de la vie. Et s'il y a de la vie, tu as vraiment cette dimension donc il y a de la vie sur cette planète, et elle se rapproche de celle qu'on connaît. Pas obligatoirement la même évolution, pas exactement les mêmes facteurs, parce qu'on ne sait pas comment ça évoluerait, mais on part des mêmes bases. Alors que c'est possible, en tout cas pour moi, j'y crois, vu l'immensité de l'univers, qu'il y ait d'autres formes de vie qui existent et qui fonctionnent pas du tout de la même manière. Pour le parallèle avec vraiment tout ce qui concerne l'espace, tout ça, j'ai vraiment... j'aime beaucoup les œuvres comme Star Trek, où justement t'as la dimension de voyageurs, d'explorateurs, de vie avec d'autres espèces. Cet esprit-là est repris dans plusieurs séries, dans plusieurs œuvres cinématographiques. Et il faut toujours prendre en compte que c'est une autre œuvre et il faut la placer dans son contexte, dans le contexte économique, politique, etc. Et voir par rapport à ce qu'il a vécu,
Ok, il a repris les combats qui lui sont à cœur, qui le tiennent à cœur. Pourquoi ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, même si malheureusement, je pense pas avoir de réponse. Et qu'est-ce que ça amène comme idée, comme débat ? Est-ce que ça va vraiment faire réfléchir ou pas ? Ou est-ce que c'est juste un coup de pouce ou l'étincelle qui va allumer le feu, quoi, qui va se dire, bah, faut quand même y réfléchir. Mettre la graine pour réfléchir aux dérives possibles liées par exemple, au transhumanisme ou à l'eugénisme, ou au clonage. Parce que mine de rien, le fait de rendre certaines parties du corps remplaçables, bah, c'est intéressant pour la longévité de la vie de l'être humain. Après, bah, malheureusement, on sait très bien que, faut pas se mentir à soi-même, que bah, ces technologies-là vont être réservées aux gens influents, aux gens qui ont du pouvoir, qui ont de la richesse. Il y a cette question-là d'inégalité qui rentre en compte, mais cette question-là, elle est reprise dans pas mal de films, dans Time Out, on l'a, dans de l'utilisation de la technologie qui est assez importante et intéressante, sachant que, bah, mine de rien, il faut prendre en compte que les rêves des uns, ils vont être développés, par exemple, voilà, le fait d'avoir des hommes bioniques, il y a pas mal de gens qui y pensent, qui aimeraient que ça arrive. Et donc, ces questionnements-là, il est financé par certaines personnes qui ont le même rêve pour pouvoir développer la technologie qui va derrière. Enfin voilà, ça c'est des choses qui sont liées. Et donc, bah, le cinéma, pour moi, ça peut être un vecteur d'alerte pour faire attention à telle technologie ou à tel rêve, ou un vecteur aussi de rêve, mettre en place, bah, vous voyez, ça c'est possible, ça pourrait être génial. Parce que, bah, mine de rien, comme c'est présenté, le clonage, là du coup je vais plus partir dans du spoil, même si ça va être léger, je précise. Le clonage là permet dans le voyage spatial de pallier à pas mal de pertes en faisant des tests sur un seul individu et non sur l'explorateur part et s'il meurt on passe à un autre explorateur parce que voilà, là t'as vraiment cette possibilité là. En sachant que à un moment dans le film, ils mettent vraiment en avant le fait qu'il y a eu des dérives sur cette technologie et que le méchant du film, il a dû batailler pour pouvoir utiliser cette technologie pendant ce voyage. Batailler dans le sens où il a présenté une organisation qui gouverne le monde dans l'univers de ce film. Ouais, ce que je trouve intéressant dans le design des insectes, c'est que comme ils ont ce côté insectoïde, ils ont le design. Les insectes, dans la vraie vie, c'est des êtres qu'on aurait tendance à tuer sans remords, sans difficulté, comme une mouche qui nous saoule, un moustique qui nous embête. Et donc, humaniser ces animaux-là pour représenter l'aliénation que peut avoir l'humanité envers une espèce étrangère, entre guillemets, je trouve que c'est une bonne idée pour nous remettre en question nous-mêmes en tant que, par exemple, destructeur d'insectes, si on tue des insectes, par exemple. Et c'est ça que je trouve intéressant avec le design, surtout qui me font un peu penser au design de Okja, où là, ce sont des créatures un peu dodues, on sent qu'il y a de la chair, qu'il y a de la viande dans leur design. Parce qu'à la fois, il y a ce côté insecte, et à la fois, je trouve qu'il y a un côté un peu mammouth dans le design de ces aliens-là. Genre, parfois, ils ont de la fourrure, ils ont ce côté vraiment bien massif, qui les rend assez intéressants en termes du design. Et d'ailleurs, en termes d'effets spéciaux, de manière générale, j'ai eu aucun problème avec les effets spéciaux, c'est que le film doit coûter 100 et quelques millions de dollars. Et j'ai pas eu de problème d'effets spéciaux. Je trouve qu'il y a rien qui m'a paru dégueulasse ou immonde, ou ça change par rapport à Captain America où je me suis un peu caché les yeux plusieurs fois. Mais là visuellement, j'ai pas eu de soucis. Je trouve que les designs, tu vois, il y a une scène où t'as Robert Pattinson qui est collé, entre guillemets, autour de plein de créatures. Et j'ai l'impression que les créatures appartiennent vraiment au décor, quoi. Ils sont pas numériques. Donc je trouve que les effets spéciaux sont vraiment bien travaillés, que ce soit les designs de ces aliens, le design global du film qui est assez épuré, tout à fait. Épuré dans le design des vaisseaux, dans le design des bases, des trucs comme ça, des costumes assez militarisés. Donc on montre qu'on est dans un univers assez capitaliste, c'est aussi ça la critique, assez capitaliste, assez froid, et qui va droit au but dans cet objectif de colonisation sans qu'il y ait un vrai parti pris créatif. Après, il y a quand même des idées visuelles qui sont intéressantes. Il y a un trip, comme tout se déroule. Il y a un peu ce côté huis clos comme dans Snowpiercer. Comme tous les trois quarts du film se déroulent dans un huis clos. Du coup, on a beaucoup de salles qui sont en version rétrécie. On a leurs chambres qui sont assez petites. Il y a une salle de tribunal qui est assez petite aussi, qui du coup est bien mise en scène par des jeux de perspective. Donc il y a tout un jeu circulaire de la perspective. Il y a une base au début du film, par exemple, qui est juste une espèce d'échelle circulaire qui crée un peu ce côté ADN déjà dans le design et qui montre un peu ce côté cercle infini de personnes
de personnes qui veulent quitter la Terre, quoi. C'est que c'est un film qui parle de l'immigration dans un sens, mais sauf que là, tu quittes pas un pays pour aller dans un autre, tu quittes la planète, en fait. Donc, pour montrer à quel point le monde est parti en cacahuète. Donc, ça aussi, c'est un point intéressant par rapport à Pattinson. Et par rapport à toutes les personnes qui sont délaissées, tous les êtres humains qui sont délaissés dans ce monde un peu autodétruit. J'ai bien aimé, on en parlera en spoiler, mais il y a plein de petits détails qui marchent bien par rapport à ce monde-là. Et bon là, en termes de réalisation, j'ai pas tant de choses à dire que ça de la part de Bong Joon-ho. Il a pas eu des partis pris de malades mentaux sur la réalisation, ça reste assez académique, assez classique, mais très bien réalisé. Je trouve que le découpage était assez excellent. J'ai tout était compréhensible dans ce qui se passe dans le film. Il y a un bon jeu de rythme sur un peu tout est cadré comme il le faut. Donc je trouve qu'il n'y a pas de relent de créativité impressionnant dans ce film-là, mais que tout est filmé de manière très efficace et très compréhensible, tout en préservant la patine de Bong Joon-ho, surtout dans l'écriture, on va dire, et dans le ton qui est imposé au film. Et là, le film est pas forcément extrêmement beau non plus, c'est pas un film magnifique visuellement, dans le sens où là, le film est entouré d'une photographie assez blanc-bleu, on va dire, dans le design, vu qu'on est dans un paysage enneigé. C'est assez terne. Et assez terne, ouais. Et du coup, ne vous attendez pas à un film magnifique de SF, c'est un film qui, je trouve que c'est un visuel qui respecte un peu cette perspective de film capitaliste, dystopique, etc., qui va dans ce visuel assez beaucoup moins optimiste qui va dans la satire. En fait, c'est pas optimiste, c'est un ton qui est assez sombre, mais qu'on applique à un ton, à un humour et à des dialogues qui sont beaucoup plus comiques, quoi. Donc visuellement, le film est pas forcément très très beau, c'est assez uniforme en termes de couleurs, mais c'est aussi ce qui fait le ton du film. Puis on a je crois que le film, il me semble, il est pas en scope, il est en 1.33 au moins, et en tout cas il a un scope large, il a un format large, ce qui fait que du coup tout est assez net dans le cadre. Donc pour la technique, en tout cas, j'ai pas grand chose à dire. J'ai déjà dit que j'aimais bien la musique très mélancolique un peu du film, qui contraste avec le ton assez comique du film et qui nous aide davantage à ressentir le côté tragique de ce qu'on a dans le film. Puis comme j'avais dit, pour moi le rythme était assez irréprochable, hein. Donc dans ce qui se passe, tout est bien rythmé, tous les développements sont bien appliqués comme il le faut. Et puis c'est un film qui reste essentiellement le film de Robert Pattinson, c'est qu'on est énormément de fois sur son point de vue, surtout sur son point de vue, et que beaucoup des personnages secondaires sont essentiellement présents pour le faire développer lui, on va dire. Donc à bien des égards, ça m'a un peu fait penser au film Moon, qui est un film avec Sam Rockwell, où du coup c'est pareil, c'est un astronaute qui doit faire une mission sur la Lune. Et en fait, à chaque fois qu'il meurt, il y a un clone de lui qui le remplace. Et il y aura une situation où ils seront deux clones ensemble. Cette idée de clonage, on la retrouve pas mal dans la série Fondation. Qui n'est même pas dans le bouquin d'ailleurs, c'est la série qui a inventé ça. Ouais. Et donc t'as dans cet univers-là, t'as l'empereur vieux, le jeune et celui du milieu qui est le père, t'as grand-père, père et enfant, si on résume. Même si c'est la même personne, et c'est ça qui est intéressant, c'est dans le sens, dans cette civilisation-là, il y a à chaque fois le grand-père, il me semble, qui dirige, qui va laisser sa place au père à un moment, et t'as toute cette formation-là de la jeune génération, du jeune lui, pour qu'il ait toutes ses valeurs, ou du moins toutes ses connaissances, et qui puisse diriger l'empire en question à vita aeternam. C'est la même personne génétiquement parlant, ce n'est pas la même individu de par les expériences. Ils ont le même inné, mais ils n'ont pas le même acquis. Et donc ça crée différents individus. Et tu as vraiment ce questionnement-là de qu'est-ce qui constitue un individu. Et on le retrouve justement dans le film Mikey 17, où là, tu as vraiment cette dimension de... Tu as le même corps, le même ADN, on t'injecte ta personnalité. Après, et dans ta personnalité, tu sais que t'as été tué ou t'es mort, mais tu sais pas comment, parce qu'ils font des sauvegardes. Bon, là du coup c'est vraiment plus dans le spoil, où ils font des sauvegardes de la personnalité de la personne, et quand l'individu meurt, ils le réimpriment, mais ils vont réinjecter sa personnalité. Oui, tout à fait. De toute façon, on va bientôt passer à la partie spoiler, mais pour dire que oui, Robert Pattinson est très très bon dans le rôle, et c'est fou à quel point il arrive à métamorphoser sa voix. Là, il a vraiment une voix un peu aiguë, un petit peu perchée, qui est pas du tout la voix qu'il avait adoptée pour son Batman, qui est pas du tout les voix qu'il a adoptées pour Good Time, où il avait fait un accent un peu australien ou je sais pas quoi. Donc, et il avait fait le doublage américain du film de Miyazaki, Le Garçon et le Héron. Là, il faisait une voix giga grave du corbeau, je crois, du héron justement, où justement personne l'avait reconnu.
Et il fait un accent français dans le film Le Roi, où dans ce film il devait parler français, il devait jouer un roi français, et qui honnêtement était pas trop dégueulasse en tant que français. donc, et donc Robert Pattinson il a cette manie de métamorphoser sa voix, de transformer son jeu, qui le rend surprenant à chaque fois, et autant son Batman, j'ai toujours un peu du mal avec son Batman parce qu'il est assez monolithique dans son interprétation, autant là il joue plein de choses, surtout avec le fait qu'il varie de clone en clone, ce qui fait qu'il prend vraiment le film, et que pour le coup c'est peut-être Après, j'ai pas vu tous les films avec Robert Pattinson, j'aurais quand même vu un certain nombre de Lighthouse, par exemple, ou Good Time, mais c'est peut-être ma performance préférée de Robert Pattinson. Je trouve qu'il est vraiment surprenant, parce qu'il a tellement pas la tête de beau gosse qui correspond au rôle qu'il a, quoi, mais ça passe tellement bien parce qu'il le joue tellement bien. Et comme j'ai dit, on retrouve Mark Ruffalo aussi, Mark Ruffalo qui joue l'antagoniste du film, du coup, Marshall, et c'est intéressant parce que Mark Ruffalo, pour moi, il a trop une tête de mec sympa. C'est le mec qui est trop gentil, ça se voit que c'est le meilleur gars du monde. Et j'avais du mal avec lui dans le rôle du méchant dans le film Pauvre créature avec Emma Stone. Parce que je crois qu'il avait trop... C'est Mark Ruffalo, il joue un méchant, certes, mais il est trop sympa, ça se voit qu'il est gentil comme un cœur, tu vois. Et le truc, c'est que dans ce film-là, je crois qu'ils l'ont mis, comme tu avais dit aussi quand on en avait parlé en off, ils l'ont mis une prothèse de dents dans ce film-là, ce qui fait que son visage n'est pas le même que son visage à lui, en fait. C'est qu'il a une morphologie physique qui est différente dans son visage, il a des dents qui ressortent tout le temps, de grosses dents bien méchantes, bien blanches aussi, qui métamorphosent sa mâchoire, ce qui fait que là, il a une vraie tête un peu de connard, en fait. Et du coup, je trouve que là, pour le coup, Mark Ruffalo, il marche très très bien dans ce rôle de méchant extrêmement satirique, hein. C'est un méchant qui peut faire penser à Trump, bien sûr, dans cet esprit d'un personnage qui veut coloniser le monde avec un certain idéal de ce monde en tête, on en reviendra en spoiler, et je trouve que cela s'accompagne parfaitement bien avec la présence de Toni Collette qui joue sa femme, qui est aussi timbrée que lui, dans ce film-là, et c'est marrant, j'aime bien, c'est un mini-spoil, mais j'aime bien le fait que Mark Ruffalo, pendant tout le film, en vrai, on te montre qu'il est débile et que les 3/4 des idées qu'il a, c'est les soufflements de ses collègues ou de sa femme, en fait. C'est que lui, il cherche des mots, il les trouve pas, il arrive pas à trouver les mots, et c'est sa femme qui va lui souffler, quoi. Donc pour montrer qu'en fait il est débile et qu'il a réussi à percer, entre guillemets, grâce à son entourage, en fait. Ce qui est un peu une réputation qu'on a tendance à appliquer à Trump, par exemple, qui est souvent en interview dit souvent de la merde. Mais il a percé grâce à son entourage, et pour de bonnes raisons, on pourrait dire. Et du coup, Toni Collette est très très bien aussi dans ce rôle-là de femme un peu manipulatrice et très détestable aussi. On a Steven Yeun qui joue aussi un personnage, Tumo, je crois, qui est donc le meilleur pote, on va dire, de Pattinson, mais un pote assez ambigu. Et en vrai, c'est marrant de retrouver Steven Yeun en live, puisque moi, je suis en train de regarder les derniers épisodes de Invincible, et il fait la voix de Invincible en VO. Donc ça fait bien de entendre sa voix dans un rôle live action. Mais encore une fois, je suis content de le voir percer depuis The Walking Dead et de le voir jouer des rôles pas si... il est pas non plus trop présent dans ce film-là, mais je trouve qu'il a un rôle sympa, assez ambigu. En tant qu'antagoniste ou ami, il est assez classe aussi, il aime bien être en lunettes de soleil, il aime bien se la péter alors que le mec vient de la même situation que Pattinson à la base. Puis on a le personnage de Naomi Hackle qui est la love interest de Pattinson, qui est très bien dans le rôle. Il y a aussi la fille dans le film Le Comte de Monte Cristo qui est dans le film, celle qui jouait la fille adoptive du Comte de Monte Cristo qui est dans le film, donc elle aussi est très très bien dans ce film-là, et on la voit quand même pas mal par rapport à ce que j'aurais pu penser, donc je pense qu'elle va avoir une carrière assez intéressante elle aussi de son côté. Et donc tout ça pour vous dire qu'on a plutôt apprécié Mikey 17, que c'est un film qu'on vous recommande d'aller voir en salle, qu'on vous recommande d'encourager bien sûr, et on a très très hâte, en tout cas j'ai très très hâte de voir Anna Maria Vartolomei, donc je ne retiendrai pas son nom malheureusement, mais voilà, c'était elle qui était dans Le Comte de Monte Cristo, je m'en souviens, parce que je l'ai vu il y a 3 mois genre. Elle est franco-roumaine. Elle est franco-roumaine, donc Cocorico, elle est voilà. il y a du franco. Donc voilà, on encourage notre pays dans l'expansion hollywoodien, et du coup c'est un film qu'on vous recommande très chaudement. Et puis comme on en avait parlé en off, le prochain film de Bong Joon-ho, ce sera le film le plus cher de la Corée du Sud, film coréen d'animation sur des créatures sous-marines, donc très curieux de voir ce film d'animation là. Et après il a dit qu'il essaierait de faire un huis clos film d'horreur dans un train. Après, ça ressemble un petit peu à ce qu'il a fait dans Snowpiercer, le dire de huis clos dans un train, et ça ressemble un peu au Dernier Train pour Busan, qui était un film de train coréen avec des zombies. Donc, on verra ce que ça vaudra, mais en tout cas, j'ai confiance en lui, parce que personnellement, on a beaucoup aimé le film, et donc, pour conclure, que diras-tu ? Et ensuite, on spoiler. Pour conclure, je trouve ce film intéressant de par les sujets qu'il traite, de par les effets que je trouve, comme tu l'as dit, assez nets et assez... On voit vraiment pas de démarcation ou très très marquée entre justement le comédien qui joue les personnages auprès des créatures et les créatures en question. Et elles sont assez bien designées dans le sens où ces sortes de vers qui ont une bouche qui peut s'ouvrir et plein de pattes. Enfin,
Voilà, et une longue langue qui sert à faire des cris. Et il y a des moments où tu vois leurs Là, c'était un dos. Il y a des moments où tu vois leurs yeux, et c'est quand tu vois leurs yeux qu'ils font très mammouth. Je trouve. Ouais. Il y a un côté très mammouth quand tu vois leurs yeux aussi. Parce que là, on voit la fourrure de la reine, la mère. Ouais. Mais il y a vraiment, enfin, moi, en tout cas, bah voilà, ce film-là, je l'ai pas mal aimé, et je l'ai pas mal apprécié l'expérience cinématographique que j'ai vécue. Et le fait de retrouver certains acteurs, bah, après ça c'est du Star System, mais bon, le fait de retrouver Robert Pattinson dans un autre univers que dans Bellamy ou que dans Twilight, où là c'était plus dans Lover, bah ouais, ça marche, et en plus ils se donnent à fond, donc pourquoi pas, et ça rajoute du cachet, quoi. Donc bah, je conseille ce film, je le trouve intéressant de par les sujets traités, même si je trouve qu'il y a certains sujets, puisqu'il y en a beaucoup qui sont pas assez approfondis. L'esthétique du film, je l'ai trouvé assez intéressante, le côté vraiment gris bleu blanc, enfin voilà, c'est vraiment ce côté-là de assez terne comme image, comme parce que c'est pas ça le sujet. Bah, le sujet c'est un voyage, la bouffe est pourrie pour certains, et même dans le vaisseau, t'as vraiment cette dimension de bouffe, de nourriture peu ragoûtante pour certains, et pour d'autres qui est extravagante et gargantuesque, on peut dire. C'est aussi ça, il y a toute une vanne par rapport aux calories dans le film, où ils ont une limite de consommation qui fait qu'il faut pas qu'ils dépassent tel nombre de calories pour pouvoir les exploiter pour leur travail de labeur. Et en parallèle, t'as Mark Ruffalo qui est riche et qui bouffe tout ce qu'il veut. Donc il y a l'inégalité sociale qui est à son paroxysme à cette partie-là du film, en sachant qu'en plus il y a un système de récompense, vu qu'il y a le travailleur du mois à chaque fois qui va manger avec Mark Ruffalo durant un repas. Donc oui, on sent le côté l'exploitation des êtres humains, quoi. Donc, Et ça, on le retrouve pas mal dans le discours qu'il va avoir en tant qu'antagoniste, en tant que méchant du film. On peut donc commencer la partie spoil. Dis ce que tu as sur le cœur. Il y a vraiment ce côté de le meilleur ami, c'est une amitié toxique, dans le sens où, déjà, pour résumer l'intrigue, c'est Robert Pattinson qui joue le rôle de Mikey, qui est Mikey Burton, comme ça. Barnes, ouais. Mikey Barnes, qui lui, vit sur Terre, tranquille, il a grandi dans un orphelinat, ça on le découvre vers la fin du film. Tout ça parce que quand il était petit, il a appuyé sur un bouton dans la voiture, et sa mère a eu un accident, elle est morte. Et il s'en veut, et ça, plusieurs fois pendant le film, la version Mikey 17 le redit, ou plusieurs versions de clones le revivent, que ce soit le Mikey, le premier être qui était vivant, à plusieurs versions qui vont en reparler, qui vont revivre cet événement-là, qui est un événement marquant de sa personnalité. Il vit dans l'orphelinat, il rencontre cet ami toxique, qui va faire les prêts à un usurier à son nom. Il pense toujours à lui et jamais aux autres, et il va l'impliquer dans ses galères. Et en l'impliquant dans ses galères au point que il doit rembourser une grosse somme d'argent, ils peuvent pas. Il va se faire tuer s'il rembourse pas à la fin de la semaine. Donc il s'inscrit pour partir en voyage avec Marshall, qui est un sénateur qui a perdu les élections 2 fois de suite, et qui est en politique déchu. Il va partir, et pour partir, vu qu'il n'a aucune qualification, il va s'inscrire en tant que remplaçable. Ce mot est assez important, parce qu'il y a vraiment cette dimension de déchet qui est affiliée, et de vous voyez ce trou là, c'est une sorte de trou qu'il y a dans les vaisseaux, et qui est dans la première salle où il est, où on voit un trou avec une sorte de lave, où ils mettent tous les déchets organiques, tous les déchets qu'ils ont. Surtout quand on dit que les impressions 3D sont faites genre de morceaux de piles de poulet, de machin comme ça, et donc en fait il est fait de déchets, en fait, c'est littéralement un déchet ressuscité à chaque fois. Donc même dans le design, dans la manière dont le corps est imprimé, en plus c'est un peu une imprimante 3D vivante, en fait, c'est un patron qui a été imprimé, quoi. Donc justement dans le film on le traite beaucoup de cette manière-là. Il y a plein d'énumérations de plans qui montrent où les docteurs s'en foutent de lui qui est en train d'être imprimé, qui l'ignore totalement, parce que pour eux c'est juste un objet qui ramène tous les jours, en fait. Donc il y a vraiment un désintérêt envers lui qui est vraiment vu comme un objet, en fait. Il y a aucune humanité qui est vue en lui, quoi. Donc ça qui est intéressant dans l'humour du film, parce que c'est drôle de le voir être imprimé, de voir que personne ne le porte et il se casse la gueule. Mais dans la profondeur, tu dis qu'en fait, il est même pas considéré comme un être, en fait. Il est juste abandonné par tout le monde s'en fout de lui, c'est juste un rat de laboratoire qu'on ramène encore à la vie à chaque fois, quoi. Et exactement, et il y a aussi la dimension
On le ramène, donc il s'inscrit, comme je disais, je vais reprendre le résumé de l'intrigue. Donc il s'inscrit en tant que remplaçable. Il va donc être scanné par cette imprimante 3D pour qu'on ait ses dimensions, qu'on ait toutes les caractéristiques de son corps à l'instant T. Et après, ils vont stocker sa personnalité sur un disque dur qui ressemble à une brique. Donc voilà pour l'intrigue. Il va se faire tuer par la personne pour partir dans ce projet, puisque sur Terre, c'est interdit d'utiliser cette technologie, parce que la personne qui l'a créée, tout simplement, un psychopathe. Ouais. Et ça, ils le mettent on le voit vraiment. On voit des sortes de flashbacks par rapport à ses vies passées, par rapport à... Et j'ai assez apprécié de la structure du film. Ouais, c'est vrai que, dans le sens où on commence le film, il est déjà sur la planète, il est mourant, il a fait une chute d'un gros bloc de glace. Et après, on va redécouvrir comment ça s'est passé, comment il en est arrivé là. Donc on voit cette scène-là, puis on voit son passé, il s'engage, il part dans le vaisseau, on voit différents cas où il est amené à mourir quand il est ressuscité, que ce soit pour des expériences, par exemple, t'as été irradié par le soleil, on veut faire des expériences, dis-nous, qu'est-ce que tu ressens là. Oh, il se coupe la main, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, respire l'air, vas-y, respire. Le moment où il arrive sur la planète, ils disent tu peux respirer l'air si tu veux, on aimerait voir s'il y a des virus. Absorbe l'air, et hop, ils sont malades, et donc il crée un vaccin pour contrer le virus en question. Mais il y a vraiment toute cette dimension de tu es pas un être humain, tu es un objet renouvelable. Tu es un objet, l'objectisation de l'être humain, puisqu'il peut être imprimé, puisque c'est dans son contrat, il est remplaçable. Et donc, toute cette dimension-là va être développée et davantage exacerbée. Justement, tout le moment où il est dans le vaisseau, on voit, au début, il faisait attention à comment il était réimprimé. Petit à petit, il y en a qui font moins attention. Par exemple, à un moment, ils réaniment, ils enlèvent un des câbles de sa personnalité, ils le remettent. Voilà. Oui. Ça, à un moment, je me suis même dit, est-ce que c'est pas la dernière personne qui est ramenée, parce que justement, elle a un côté plus franc dans sa personnalité, tu vois. Et il y a plusieurs moments où justement on voit du désintérêt, sauf par une scientifique qui petit à petit va quand même vouloir le traiter de manière humanisante. Elle le voit vraiment comme un rat de laboratoire entre guillemets, mais elle voit vraiment l'apport scientifique qu'il apporte en fait. Notamment à la fin du film quand il faut qu'il crée un traducteur pour communiquer avec les animaux, et donc elle a compris quand lui a communiqué avec les aliens du coup que oui il a fait une découverte intéressante et qu'il faut l'écouter, donc c'est comme ça que lui sauve un peu la vie et que ça sert le combat final où il communique avec les aliens du coup. Mais effectivement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que d'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant que la scène d'intro, c'est la scène où il meurt pas, en fait. C'est qu'on pensait qu'il allait crever là, mais en fait, non, c'est pas. En fait, c'est la version qui survit, cette version-là, et jusqu'au bout du film d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on t'énumère durant le récap. D'ailleurs, Robert Pattinson aime beaucoup faire des films avec sa voix intérieure qui parle. C'est que c'est lui qui nous fait le récap du film, et on entend beaucoup de fois sa voix parler à sa place. Il fait la voix off du film, donc très très souvent, et donc il nous décrit les émotions qu'il a durant le film, et du coup ça crée des vannes assez intéressantes, et ça montre à quel point c'est lui qui vraiment porte le film encore une fois. Comme dans The Batman où pareil, il faisait la narration aussi interne en voix off du film. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils énumèrent sa mort de manière comique durant tout le début du film, pour nous montrer sa routine, qu'il en a marre, qu'on lui fait ça, qu'il meurt encore. Puis à un moment donné, il est dans un sac pour se faire du coup cramer par la lave, où il fait « Ouais, c'est bon les gars, pas grave, balancez-moi ». Et ensuite, une fois qu'il y a les deux Robert Pattinson qui sont ensemble, t'as le Mikey 17 qui se rend compte que en fait, pendant tout le film, on lui pose la question « Qu'est-ce que ça fait de mourir ?» Et lui, il donne jamais de réponse précise, parce qu'on a l'impression que c'est la seule chose qui intéresse les gens dans sa personne. Il y a que ça qui leur intéresse et rien d'autre, ce qui déjà le rend assez seul dans un sens. Et en même temps, au final, ce qui est intéressant, c'est que le personnage Mikey 17, en vérité, n'a jamais expérimenté la mort. C'est que en fait, toutes les morts qu'on voit dans le film, toutes les morts sont définitives en fait. C'est que la première version elle est morte, elle reviendra plus jamais, la deuxième est morte, elle reviendra plus jamais, juste la mémoire a été sauvegardée, et la mémoire elle est ensuite re-sauvegardée sur Mikey 17, qui lui a la mémoire de toutes ses précédentes versions, il a leur mémoire jusqu'à leur mort, mais une fois qu'il est mort, il ne doit plus avoir de mémoire, vu qu'il doit être mort. Donc au fait c'est un personnage qui lui comme on lui a implanté la mémoire de toutes ses versions précédentes, pour lui il est éternel, pour lui sa vie c'est mourir et revenir à chaque fois. Et là, quand il voit qu'il y a Mikey 18 qui arrive, il se rend compte que si lui il meurt, il va jamais revenir.
parce que c'est Mikey 18 qui va vivre sa vie après. Donc on se rend compte qu'au final, on n'est pas sur un travail de résurrection, c'est que le personnage, en fait, il a une fatalité, c'est que s'il meurt, il meurt et tout, et c'est tout. Et ce sera une autre version qui est pas lui, mais une version alternative de lui qui va continuer son existence, en fait. Et donc ça rend le tout encore plus tragique, parce qu'en fait, toutes les versions qu'on va mourir au début du film, ils sont vraiment mortes, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a ce travail, c'est pour ça qu'à la fin du film, déjà t'as Mikey 18 qui se sacrifie et qui choisit d'avoir une mort héroïque pour sauver Mikey 17 et pour arrêter le processus du coup des remplacements. Et à la fin du film, du coup, on annule du coup la dimension donc de numéro, parce que aussi le fait qu'on l'appelle par son numéro, ça le rend encore moins humain, quoi. Ça rappellerait presque la Shoah par exemple. Hein. Donc on l'appelle par des numéros, donc il a un procédé d'aliénation et de l'identité qui est total. Jusqu'à la fin du film, ou à la fin du film, maintenant qu'il a enfin été sauvé de ce processus-là, le film accepte de mettre comme titre à la fin du film le nom de famille du personnage, donc Mikey Barnes, qui peut enfin devenir une entité humaine à part entière. Et pour revenir sur les différents alters, on va dire, de ces clones, différentes personnalités de ces clones, on voit vraiment le narrateur avec la voix de Robert Pattinson lui dit un tel était plus empathique, un tel était plus triste, un tel est il est beaucoup plus en colère, beaucoup plus proactif, et il veut pas se laisser faire. Et t'as vraiment cette dimension de ils ont chacun un pan de leur personnalité qui est exacerbé. Ce n'est jamais le même individu et il n'a jamais les mêmes intentions, les mêmes tripes, on va dire. Un abus de langage puisqu'ils ont le même corps et le même physique. Par rapport à l'évolution du film, on voit vraiment si on sépare en plusieurs parties, ça a possible mort à un moment, puis on découvre comment il est arrivé jusque-là. Pendant cette période-là, on voit pas mal de moments qui sont plus ou moins comiques où on voit ses morts, on voit comment il est traité, comment il est réimprimé. On voit son histoire d'amour avec une de ses copines qui s'appelle Nasha Baridge, voilà, dans le film. Timo, c'est le nom de son meilleur ami, qui est une amitié toxique, on va pas se mentir. Et il y a vraiment cette dimension d'évolution dans comment il est traité. Il voit que la seule personne qu'il aime vraiment et qu'il considère comme un individu, c'est à chaque fois Nasha, qui aime toutes ces versions de lui. Donc on va continuer de le suivre jusqu'à arriver il y a les multiples, donc 2 clones qui arrivent, donc 97 qui a survécu, sauvé par les créatures, on peut le dire. Hein. C'est d'ailleurs ça qui va être un peu l'élément de créature. Lui, il est sauvé, et pourtant les humains et le méchant veut tuer toutes les créatures, sachant que sa femme veut récupérer les queues de ces créatures pour en faire des sauces. Et sa femme est une psychopathe qui est obnubilée par les sauces, par le fait de faire des sauces. Voilà, c'est vraiment le plus gros trait de ses personnalités, on peut dire. Des ongles longs, elle est blonde et elle aime faire des sauces. Et elle dirige à la baguette son mari et prend parfois la parole à sa place. Et même parfois lui, il dit « Laisse-moi parler maintenant !» Enfin vraiment, un côté un peu enfantin, vraiment. Enfin, toujours en tant que caricature et satire. Hein. Mais on voit bien que c'est elle qui tient la culotte, quoi. Ouais. Qui tient la baguette du couple. Tout ça pour satisfaire sa femme. Il veut, et par crainte, parce que mine de rien, tout ce qui se passe avec les questions d'aliénation, les questions d'aliens, c'est t'es étranger, tu sais pas qui tu es, j'ai peur. Et donc ce sentiment de peur, il peut généralement réagir de 2 manières différentes. Soit tu combats cette peur et tu essayes de comprendre l'autre, de te mettre à la place de l'autre et d'avancer avec l'autre. Soit tu dis j'ai peur, et je me méfie, je le tue. Ou voilà, t'as vraiment cette dimension de est-ce que j'essaie de prendre mon temps d'apprendre à connaître et de créer une relation, ou est-ce que directement en comportement hostile par crainte, ce qui est un comportement humain, on va pas se mentir, qui est arrivé pas mal de moments dans l'histoire humaine, de l'humanité, quand il y a eu les colonisations de certains continents, ou de la redécouverte de certaines cultures, ou etc., où il y a vraiment cette dimension de on découvre une culture, soit on en a peur, ou on en a eu peur, l'humanité en a eu peur, et donc elle a agi d'une certaine manière, ce qui a conduit à des drames, qui a conduit à des pans de notre histoire, qui sont radieux ou pas, là dans le cas présent, peu radieux, peu ragoûtant, mais bon. C'est le passé, le passé. Mais il faut s'en souvenir. On a vraiment cette dimension donc d'évolution du personnage où on voit que petit à petit, c'était un individu au départ, de par son contrat et de par sa condition, il est de plus en plus considéré comme un objet,
comme servant de rat de laboratoire, comme donc pour développer l'arme fatale de la fin du film, donc une arme chimique, développer des vaccins, donc ça c'est mieux, tu vois, enfin t'as vraiment la dimension de fait pour des choses qui ont des fins malveillantes, fait pour des choses qui vont être des choses bienveillantes avec justement cette création du vaccin qui va permettre à cette colonie, à cet équipage de pouvoir s'implanter sur la planète. Et il y a vraiment donc et ces dimensions aussi pour la science, au nom de la science, le fait de le faire souffrir jusqu'à la fin pour découvrir est-ce que c'est bien ou pas, qu'est-ce que ça fait d'avoir des réactions, quels sont les symptômes, à quel point t'as mal, tu vois. Et vraiment ces dimensions-là en étant rat de laboratoire. Plus pour la science, dans ce cas-là, présent. Et il y a vraiment ce côté qu'on retrouve à un moment, une scène un peu, on va dire, où on voit vraiment le côté méchant mais méchant de manière idiote. Donc on voit vraiment cet antagonisme-là qui va inviter un repas du mois avec Marshall. Ouais. Lui qui vient de sortir de la crevasse qu'il n'a pas mangé, va manger un steak. Trop cool, il y a du steak, je vais pouvoir manger. Sachant que lui, à chaque fois, il se fait sucrer ses rations parce qu'il se fait considérer, à chaque fois qu'il fait une erreur, lui en veut, on va lui réduire sa portion de nourriture. Alors que lui c'est celui qui boule le plus, qui doit faire pas mal de choses. Donc c'est vraiment ce côté de t'es en bas de la chaîne alimentaire dans la société, c'est toi qui as le moins de privilèges et c'est toi qui prends le plus si tu fais une erreur. On diminue ses rations et il travaille plus aussi. Oui, c'est ça. Il fait 17 heures par jour sur 24. Il fait que travailler, il mange presque pas et il continue d'avancer. En plus, la nourriture est immonde, du moins l'aspect qu'on voit, on peut pas le goûter malheureusement. Peut-être dans l'avenir, on sait jamais si le cinéma va développer ce côté-là. Voulez-vous déguster les plats dans les films avec les différentes caractéristiques? Petit concept comme ça. Oui, t'as la quête des X, des choses comme ça où là tu peux ressentir des différents événements, mais là c'est une toute autre chose. Le goût. Mais bon, je t'avoue que ça m'aurait pas ragoûté de goûter cette nourriture. On a vraiment ce côté-là d'évolution du personnage, de mise en avant de ces inégalités sociales. En fait, tu découvres que il a été invité pour manger et faire le test de manger de la viande synthétique qui au final lui donne une énorme indigestion qui le fait vomir jusqu'à un point où il souffre et donc ils vont lui injecter pendant qu'il souffre un produit expérimental, encore une fois, pour qu'il souffre moins, mais ça le fait souffrir davantage, jusqu'au moment où Marshall va vouloir le tuer parce que c'est qu'un objet, il est remplaçable. Et donc là, il va prendre sur lui parce qu'il sait que il va pas revivre puisqu'il y a Mikey 18 qui est déjà là. Et donc il va dire qu'il va bien aller se laver, aller voir une autre personne que Nasha, qui est une autre personne qui était là au repas et qui a été invitée par Marshall pour dire je veux que tu sois la génitrice de la nouvelle colonie. Et il considère vraiment et à ce moment-là on voit vraiment un autre combat qu'il a, une autre satire de ce personnage qui est l'objectivisation de tous les êtres humains qui sont inférieurs à lui, des femmes, de Mikey qui est remplaçable et toute cette dimension-là il y a des dérives, il y a des abus de pouvoir qui vont être dénoncés à un moment vers la fin du film justement où là on a vraiment cette cruauté qui commence qui s'est emballée petit à petit jusqu'à un point où on sait que si il passe ce pas, les relations entre les deux espèces présentes, donc les humains qui viennent d'arriver et les autochtones qui sont considérés par des aliens par Marshall, c'est une menace. Il peut y avoir du bluff ou ça peut être la réalité dans le sens où ils ont pris un rocher, les humains ont pris un rocher sur cette planète pour pouvoir écrire leur nom pour dire nous sommes tous arrivés sur cette planète, on est les créateurs de cette civilisation, de cette nouvelle ère. Dans ce rocher se trouvaient deux individus de la race alien. Un a été tué, l'autre a été capturé et la mère de tous ces individus, elle veut sauver le dernier, avoir un tribut, une mort pour que ce soit équitable et retrouver une sérénité. Et elle menace avec toutes les autres créatures de tuer les membres du vaisseau s'ils lui rendent pas sa progéniture et qu'il y en a pas un qui meurt. Et c'est grâce à Mikey 17 et 18, mais principalement 17, qui va dialoguer avec cette créature qui lui a sauvé la vie. Donc il est allé vers elle pour la remercier et pour dialoguer avec elle, pour faire avancer la situation, sachant que, mine de rien, il était menacé par un gros gilet explosif.
Mikey 17 et Mikey 18. On peut aussi noter que sa femme, la femme de Marshall, elle veut appuyer sur les boutons plein de fois. Ouais. Elle a vraiment ce côté oh c'est marrant, ils vont mourir de toute manière, on s'en moque, c'est que des objets. Ils ont pas respecté la loi, ils sont multiples, alors que c'était pas leur faute, c'est juste Mikey 17 qui n'est pas mort et qui a été sauvé de ces créatures, et Mikey 18 qui a été réimprimé comme la routine le veut. Donc il y a vraiment cette dimension d'évolution, on continue d'avancer. Et cet ami qui est venu à un moment le retrouver et qui l'a pas sauvé pour des questions, il dit à un moment de sécurité, mais on peut comprendre que voilà, bah t'es remplaçable, j'ai pas envie de me mettre en danger, j'ai pas envie de me faire chier, excusez-moi du terme, je prends l'arme et je m'en fous, t'es moins important qu'un lance-flamme. Ouais. T'as vraiment, sachant que dans les lance-flammes, tu découvres après coup que t'as certaines substances qui permettent justement de planer. Et en fait, il est venu pour récupérer le lance-flamme, garder les substances pour pouvoir les refendre, faire son trafic sur le vaisseau ou avec les différents membres d'équipage. Le personnage de Steven Yeun et son trafic de dealer là, qui était assez marrant, et puis même là toute la fin où il fait genre que c'est ça qui marche, moi j'avais des doutes sur le personnage de Nadja, exploiterait pas le personnage de Mikey juste pour elle en fait. Juste parce que ce serait son plan cul en fait. C'est parce que tous les personnages qui agissent avec lui durant tout le film agissent pour eux-mêmes, ils se servent de lui pour leurs propres intérêts. C'est que lui il veut découper en morceaux Mickey pour ne pas se faire tuer par le mec qui veut le buter sur Terre, le mafieux qui veut le buter sur Terre. Et t'as le personnage de t'as Mark Ruffalo qui veut se servir de lui comme bombe vivante à la fin du film. Du coup la française qui elle à un moment donné va essayer de se consoler par le deuil qu'elle a eu en perdant son amie, qu'on suspecte était aussi sa copine, vu qu'on devine qu'elle est plus ou moins lesbienne, bi du coup à la fin du film, et avec le plan final du personnage. Pour se consoler, pour s'apaiser, elle commence à tomber amoureuse de Mikey 17 et elle veut avoir des rapports avec lui, mais juste pour se consoler, elle le fait pas pour lui, elle le fait pour elle-même, quoi. Tout est fait pour ça, et je pensais que t'as justement quand tu as Nadja qui découvre les deux Mikey, elle est en mode trop bien, vous êtes deux maintenant, donc je vais bien m'amuser. Donc pendant tout le film, j'avais l'impression que tous les personnages l'utilisaient comme un objet juste pour agir contre leur propre intérêt, et à la fin tu as le personnage de Nadja quand même qui le voit comme un être vivant, vu qu'elle fait tout son discours où elle engueule Mark Ruffalo en lui disant tout ce qu'elle pense de lui, et où elle assume que oui, c'est Mikey Barnes, les deux sont Mikey Barnes, et donc les deux sont l'homme que j'aime, quoi. Et donc il y a une amour sincère en vérité. Le moment où justement elle dit waouh, je suis excitée, il y en a deux, je vais pouvoir m'amuser, elle est sous substance. Ça faut le prendre en compte, dans le sens où elle est pas elle-même, même si il y a ce côté j'ai un fantasme, le faire avec deux personnes que j'aime ou pas, on sait pas à ce moment-là, mais j'ai ce fantasme-là de le faire avec deux personnes. Mikey 17 n'est pas pour, mais qui dit ouais, pourquoi pas, c'est vraiment cette dimension-là de je viens d'être imprimé, je viens de vivre, pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça peut être cool. L'argument qu'elle donne pour convaincre Mikey 17, c'est si tu t'avais 2 mois, tu serais pas intéressé de faire un plan 3 avec 2 mois. T'as vraiment ce côté-là de prendre en perspective la situation inverse pour vraiment présenter l'avantage, la situation dans laquelle ils sont, jusqu'au moment où ils sont allongés sur les lits, les deux Mikey torse nu, avec un numéro rouge à lèvres écrit ou au feu. J'ai du mal, à savoir. Mais ils sont allongés, Nasha est au milieu, et Kai arrive parce que elle a aidé Mikey 17 à avoir moins mal, elle l'a aidé à se changer, elle a séché ses vêtements, elle a voulu l'embrasser. Lui est parti rejoindre Nasha parce qu'il veut être fidèle, et petit à petit il se rend compte que en fait je suis amoureux de Nasha parce que c'est la seule qui me considère vraiment comme un être vivant, et elle découvre qu'en fait il y en a deux, donc elle veut aller le dénoncer, et à un moment Nasha la rattrape et elle dit la seule alternative que je te donne, en faisant du chantage bien entendu, on se le partage, moi j'ai Kai aura Mikey 17 et Nasha aurait Mikey 18, en sachant que au moment où ils se retrouvent, il y a vraiment cette scène où on voit toute l'histoire de la technologie de clonage, avec ce qui s'est passé sur Terre, avec son inventeur qui a créé des clones pour tuer des SDF, pour pouvoir assouvir ses fantasmes et avoir un alibi bien entendu. Ça remettait toute la question de l'identité, quoi. C'est est-ce qu'il est le témoin, est-ce qu'il est le tueur, est-ce qu'il est l'alibi, qu'est-ce qu'il est, est-ce qu'on est censé le juger à moitié ou le juger puisqu'ils sont deux personnes, ou est-ce qu'il faut le juger totalement les deux en tant que deux entités différentes. Donc c'est toutes les thématiques que le film répond,
et qui se confirme par le fait que en fait les clones c'est des personnes indépendantes qui ont des personnalités différentes au final, un peu comme les clones dans Clone Wars chez Star Wars par exemple, ça m'a un peu fait penser à ça, ou dans cette série animée on humanise au maximum les clones de Star Wars. Et donc j'avais bien, en plus c'est un acteur qui est dans la série d'une prophétie, je voulais l'un des Harkonnen, le mec qui joue le créateur serial killer par exemple. J'ai bien aimé aussi le personnage de Mark Ruffalo dans le sens où c'est un personnage qui dans ce côté trumpiste entre guillemets, c'est un personnage qui s'en sort en faisant le show. Il fait le spectacle, tu vois. C'est dès son introduction, en fait, il essaye de proposer le meilleur discours possible pour appâter les gens et leur faire des promesses qu'il tiendra pas. En mode, ouais, quand on va coloniser la planète, ce sera une planète pro-sexe. Mais là, pour l'instant, pas de sexe, hein, sinon ça grille aux calories. Et en plus, c'est bien joué dans le rythme et dans le montage parce qu'en parallèle, t'as Pattinson qui a du sexe avec sa love interest. Et tout le film, c'est ça, que c'est à la fin du film, il veut pas participer à la guerre juste en tant que figure héroïque. Tout ce qu'il veut, c'est faire un discours badass et passer à la télé et être vu comme une icône qui sera adulée par les gens. Alors qu'en fait, ce personnage-là, c'est juste un loser, quoi. C'est un loser qui a perdu toutes ses élections, qui s'est barré de la Terre, et il se dit que sur Terre, il y a que des sous-hommes, et que nous, on va bâtir un vrai monde avec des vrais hommes. Mais en réalité, c'est juste un mec frustré qui veut satisfaire, sa déception, quoi. C'est que comme il sait une merde, il s'en est pas sorti, il va essayer de concevoir sa propre deuxième chance dans un autre monde, qu'il veut coloniser en tuant les animaux. Et puis, quand il va faire le show en animant aussi son émission télé, où il chante mal, où il fait plein de bullshit aussi. Donc c'est vraiment une merde de bout en bout, quoi, le personnage de Mark Ruffalo. Et quand on parle de la dimension d'aliénation avec les aliens, on la retrouve aussi avec les multiples, bien sûr, vu qu'il est considéré comme rien du tout, en fait. Et à la fin, et justement, c'est qu'à la fin du film, quand il est sur le point de mourir, qu'il se rend compte que Mikey 18 a des sentiments, et que donc il est pas n'importe qui, entre guillemets. Donc c'est qu'à la fin qu'il se rend compte que peut-être que oui, c'était pas des sous-hommes, entre guillemets. Donc c'est la réalisation finale qui va la voir à cause de ses erreurs. Donc c'est ce qui rendait le personnage intéressant, sans compter toute la partie où il veut créer une race pure d'humains. Bon, on va pas évoquer à quelle époque historique cela fait référence. Là, moi je pense que c'était peut-être ma scène préférée d'ailleurs, la scène du dîner où justement, en fait toute cette scène c'est juste là pour ses intérêts, quoi. Ils font un test pour Pattinson, pour Mikey, et ils veulent dire que toi tu seras notre progénitrice principale pour la future colonie. Il y a aucun plaisir de leur donner à manger en finale, quoi. Donc c'est que des tests et des tests, ce qui marche bien. Peut-être que le final était un poil expédié, j'aurais peut-être aimé qu'il meure moins vite, que le final soit peut-être... Là c'était juste une explosion et c'était bon, tu vois. Du coup, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait quelque chose peut-être d'un poil plus épique dans le final, et peut-être la facilité scénaristique qui m'a un peu sorti dans le film, c'est le fait que t'as des lunettes caméra, et que c'est ça qui va faire que Mark Ruffalo sera inculpé de tout ce qu'il a commis, parce que tout a été filmé par un mec qui a des lunettes caméra. Mais pendant tout le film, on les voit porter des vraies caméras ou des caméras manuelles, entre guillemets, et jamais on t'avait mis en place le fait qu'il y ait ces lunettes-là. Donc je trouve que ça sort un peu de nulle part, je veux dire, des lunettes, par exemple. Donc après c'est dans la SF, c'est logique, tu vois, mais... Et aussi, pour prendre la défense de ces lunettes, de l'intervention de ces lunettes caméra, c'est des membres du service de sécurité qui les ont. Oui. Donc, référence, entre guillemets, ou clin d'œil au côté espionnage, au côté gadget. Et il y a vraiment ce côté de... ras-le-bol de la situation, des abus de pouvoir. Consensus, on veut le montrer aux autres. On veut changer de ça, sans pour autant prendre le lead et se mettre à dos ceux qui ont le pouvoir actuellement. Donc t'as vraiment ce côté de, on fait ça en douce, mais en se protégeant, en se mettant pas en avant, et en allant jusqu'à mettre les gilets d'explosifs sur les Mikey, en laissant Nasha tenir dans sa bouche une corde esthétique et en chanvre un peu. Tenant un petit crochet d'abattoir, question, ce qui est considéré comme un alien. En tout cas, c'est un bébé, donc il y a toutes ces dimensions de Luko et Nako. C'est les deux individus. Luko a été tué, Nako... Les bébés sont filmés de manière à ce qu'ils soient mignons, tu vois. Ils sont un peu cute, ça. Et du coup, là, pour le coup, c'est le seul moment où le film est peut-être un peu... Parce que le film est pas violent en excès, ça va. Mais c'est vrai que, par contre, quand il nous montre les animaux se faire démonter par les antagonistes, là, on les voit bien, c'est qu'ils embrochent le bébé, quand même, et t'as un bébé qui se fait tirer dessus jusqu'à qu'il soit que en morceaux, quoi. Donc c'est vrai qu'il garde encore le côté cruauté qu'il nous avait déjà montré. Et t'as vraiment la dimension de souffrance ressentie par l'espèce entière. Ouais, t'as une espèce de système. Ouais, dans le sens où quand il y en a une qui est attaquée, les autres, on a l'impression qu'elles ressentent aussi la douleur de l'individu en question. Et on peut apparenter, et ce cri-là qui est assez strident, assez aigu, on peut le apparenter à deux choses où ils mettent deux hypothèses. En tout cas, il y en a deux qui me viennent à l'esprit à l'instant. Il y en a la première, c'est, il communique, il y a un appel de détresse de on m'attaque, venez m'aider ou je sais pas quoi faire.
Donc ça c'est la première hypothèse. Et la deuxième c'est ils communiquent, ils échangent jusqu'à leur sens, leur ressenti. Et donc là, tout le monde ressent les mêmes émotions, de douleur ou de joie ou autre. Mais il y a vraiment ce côté de ruche de société où t'as la personne qui crée toute cette vie et les autres qui gravitent autour et qui vont le protéger. On le voit dans la scène de bataille finale où le Mark Buffalo il demande à ses sbires de tuer la créature en question, et donc il va vouloir viser les créatures, mais les autres de manière on va dire défensive ont créé en s'agglomérant les uns sur les autres des formes ressemblant à la créature en fiction. Et du coup, on a cette fin du film où on abolit du coup les remplacements. On a le personnage de Steven Yeun qui s'en sort quand même, la fin est pas parfaite, tu vois, c'est que t'as quand même l'un des méchants entre guillemets qui est quand même acquitté parce qu'il était blessé, il avait plein de blessures, il était vu comme une victime, et ça peut rappeler aussi une autre époque actuelle, où tu peux avoir des connards ou des gens comme ça qui peuvent être acquittés parce qu'ils ont des blessures ou des trucs comme ça, et donc lui il s'en sort par exemple en tant qu'antagoniste, et on te dit que potentiellement du coup Toni Collette s'est coupé les veines et qu'elle est morte, et j'ai trouvé ça juste giga bizarre, l'espèce de rêve qu'ils ont mis dans le film. J'ai cru qu'ils avaient lancé un 4e acte, en mode what, elle est vivante, elle va ressusciter son mari, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait non, c'était une espèce de rêve, mais c'était un peu la petite séquence un petit peu horrifique du film, où Toni Collette était un peu flippante avec le Saint Seven qui ressortait de ses mains, et puis Mark Ruffalo qui était ressuscité. Donc j'avoue que j'étais un peu surpris de ce truc-là, dans le montage c'était assez particulier à voir. Donc, Et surtout que pour une des premières fois, on voyait la création mais de manière plus à l'intérieur de l'antagoniste en question, donc Marshall joué par Mark Buffalo. On trouvait ça bizarre du fait que là c'était un moment historique où ils allaient détruire la machine. On a donné à Mikey Barnes la machine pour le bouton, le télécommande avec le bouton pour détruire la machine, l'imprimante, et d'un coup il y a une sorte de c'est un rêve. Enfin, après coup, on peut penser que c'est un rêve ou une pensée ou un cauchemar qui vit peut-être. De qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça continue ou pas, sachant que en théorie, s'ils l'auraient voulu, ils auraient pu se scanner et enregistrer leur personnalité pour se faire ressusciter et revivre une nouvelle vie derrière, quoi. Donc il y a vraiment cette dimension de la technologie, elle a été utilisée sous contrôle et sous pas mal de vérifications qui ont fait qu'il y a eu une seule personne qui y avait recours, qui est Mikey dans le cas présent, Mikey Barnes. De cauchemar ou rêve ou de retour en arrière, on peut dire ça comme ça. On a vraiment ce côté de là elle a été contrôlée, mais si quelque chose de semblable existait, il pourrait y avoir des dérives au point où les hommes de pouvoir, les femmes de pouvoir se scanneraient et enregistreraient leur personnalité pour pouvoir être réanimés à tout moment, revivre à tout moment. Du coup, ça m'a fait penser à Fondation un peu. C'est que les riches à l'infini peuvent revenir à la vie et devenir entre guillemets l'espèce qui rejette les remplaçables, alors que techniquement eux aussi en deviennent s'ils font ça, mais ils s'assurent entre guillemets la vie éternelle en faisant ça, quoi. C'était un peu ce délire là et c'est là que j'ai cru qu'il y avait un vrai 4e acte et que c'était vrai que mais bon, au final, non. Mais c'est vrai que le rêve était très particulier quand ça a été casé dans le montage. Et c'est vrai que je n'ai pas fait le comparatif avec Avatar 2 des animaux qui parlent. Parce que je sais pas si tu as vu Avatar 2. Mais dans Avatar 2, tu as toute la séquence avec les baleines. Où pareil, déjà, on parle beaucoup de colonisation. On parle de l'abattoir du massacre des animaux. Et tu as toutes ces séquences où tu découvres que les baleines sont dotées de conscience et parlent, littéralement. Et du coup, il y a des sous-titrages quand ils parlent et c'est giga bizarre. Je trouve que dans ce film-là, il y a un peu le même délire. Où justement, ça communique avec les animaux avec un traducteur. Et du coup, tu as la réponse des animaux traduite en anglais, du coup. Je trouve quand même que ça passe mieux que dans Avatar 2, ça m'avait vraiment sorti du truc. Ils étaient en mode. Je trouvais qu'ils abusaient beaucoup trop sur la manière dont il fallait humaniser la baleine en mode. Ouais, comment ça. Genre, ils étaient copines avec les navis, genre. Ouais, ma ref, comment ça va. Ouais, moi, ma fille, elle va bien et tout. J'étais, arrête. C'était les meilleurs poteaux. Là, je trouve que ça reste quand même mieux foutu dans le sens où déjà, il y a un côté plus primal dans la manière dont ils parlent. C'est surtout que des mots quand ils parlent. Parfois, les aliens. Et surtout le premier contact. Et puis, ce côté premier contact aussi. Hein. Bien sûr, il y a le récepteur et la transition avec la traducteur, l'émetteur, le récepteur, par exemple, et donc, qui fait qu'il y a un procédé un peu plus SF dans la communication entre les deux espèces, on va dire. Donc, j'ai trouvé ça moins cheap. Puis, il y avait tout le côté où, au final, même les aliens sont dotés de mesquinerie, entre guillemets, quand ils faisaient croire que leur cri pouvait faire exploser des humains. Et au final, non. Hein. Et ça montre que les animaux sont pas forcément les attaquants, les méchants dans l'histoire, vu que eux n'ont fait que contourner le vaisseau pour leur montrer que oui, nous, on est là, et que si vous tuez le bébé, on fait la guerre, mais là, on fait pas la guerre maintenant, tu vois. Là, on contourne, on attend que vous
faites quelque chose, quoi. Et c'est toujours les humains qui vont lancer l'attaque, en fait. Et donc oui, bien sûr, ça fait beaucoup penser aux attaques, bien sûr, à la colonisation de l'Amérique, avec Christophe Colomb qui va attaquer les Amérindiens qui vivaient leur vie tranquillement, et qui va coloniser leur monde, entre guillemets, donc ce qui fait que le film, encore une fois... On a parlé de pas mal de thématiques qui sont abordées dans le film. Après, je trouve qu'il y a vraiment certaines choses qui m'ont assez parlé, tu vois, ou que je trouvais assez intéressantes. Par exemple, le moment où t'as la scène des calories, avec ce discours-là, il est en train de se servir à manger, et la voix de Robert Pattinson en tant que narrateur nous présente mon premier repas, c'était dégueulasse, c'était pas bon, on voit qu'il y a un truc qui l'intéresse, il met sur son plateau, il y a un message d'alerte en disant Maki a pris trop de nourriture reposée, Maki numéro 1 a pris trop de nourriture reposée là, donc il repose, il va s'asseoir, et à chaque fois tu vois pas mal de personnes qui vont lui demander ça fait quoi de mourir, t'as vraiment cette question là qui revient à chaque fois, de par les membres d'équipage. Pas par tous, Nasha ne lui pose jamais la question, qui renforce leur relation de manière plus sincère que les autres. Par exemple avec Kai, qui à un moment, justement, elle lui pose la question et elle se rapproche de lui, on voit vraiment qu'elle se rapproche de lui pour combler son chagrin. Sachant que Marshall reproche la mort de la personne que Kai aimait à Mikey. Ouais. Alors que c'est pas du tout sa faute. Je pense que c'est Marshall, il a aucune considération pour elle puisqu'il oublie son nom de famille et il dit juste ça parce que c'est son rôle d'image médiatique de le faire. Sinon il s'en fout en vrai qu'elle soit morte. Il fait juste ça parce que pour lui les gens le verront au mieux en termes d'image, quoi, de faire ça, quoi. Je suis en train de manger, etc. On le voit s'asseoir et il y a des gens qui s'approchent de lui qui posent la question. Il voit Nasha pour la première fois et il dit voilà, sans elle j'aurais pas pu avancer. Il se rapproche d'elle et après ils partent. Et pendant qu'ils partent, il y a Marshall qui fait son discours en parlant de dire nous avons décidé de pas de sexe sur le vaisseau car ça bouffe 100 calories. Et on doit rationner tout ça. Et Marshall qui dit t'es sûr de ça parce que c'est sa femme qui le dit en plus. Et après il dit oui et donc il y a un petit dialogue entre eux et après il reprend son discours en disant mais ne vous en faites pas parce que quand on arrivera sur la planète on aura besoin d'étendre la colonie quand elle sera stabilisée et donc ce sera la période pro-sexe. Et donc il y a tout le monde qui est content après ce côté de on n'a plus le droit de faire l'amour, oh non c'est trop nul. Voilà, il y a vraiment ce parallèle-là qui est assez intéressant. Il n'y a pas de système où ils surveillent justement s'ils ont du sexe ou pas, parce qu'en vrai ils sont assez libres en fait. C'est juste lui qui leur dit de pas le faire. Mais c'est pour ça que pour moi, dans cette scène-là, elle est assez importante dans le sens où ils disent nous avons décidé qu'il ne fallait pas, ça va être décidé par le conseil, tu vois. Donc pour le moment, c'est pas encore décidé. Et ça se trouve, ça n'a jamais été décidé pendant tu vois, c'était un conseil, tu vois. Moi je le vois plus comme ça. Moi je l'ai plus interprété c'est un conseil, ne faisez pas ça parce qu'on rationne les calories, les aliments. Et pendant ce discours-là qui dit ne faites pas de sexe, t'as la scène entre Nasha et Robert Pattinson. T'as ce parallèle que je trouve assez beau entre ne faites pas ça et direct après, c'est comme quand on dit à un enfant ne fais pas ça, il va le faire. Et là c'est pendant ce qu'il dit ne fais pas ça, ils le font. Sachant que on sait qu'ils le font plusieurs fois dans le vaisseau, plusieurs fois pendant la traversée. Et donc comme tu l'as dit, il y a vraiment ce côté-là de on n'est pas surveillé pour le faire. Et c'est pour ça que moi j'aimais davantage l'hypothèse de lui a recommandé de pas le faire parce que il a avancé des arguments de ça posera problème. Lui il aborde le problème uniquement d'un côté calorique, mais en soi sur un vaisseau ça peut aussi proposer de problèmes au niveau de mise au monde d'un nouvel être, mis au monde dans un endroit où il n'y a pas de gravité, on va dire fixe, qui est artificielle, t'as pas le même développement des organes, etc. Mais bon, ça c'est plus un problème métabolique. Donc ça pose également un problème de nutrition. Et tout ça est renforcé par le parallèle entre parallèle colmique, satirique, entre lui, il dit ça, mais il a pas envie d'appliquer cette loi avec sa femme, sachant que quand il fait ce discours, à un moment il est en caleçon et sa femme est sur lui et il y a rien de tendancieux, mais on voit bien que voilà, ils sont très charnels et possiblement ils l'ont fait aussi sur le vaisseau. Il dit des lois, il promulgue des lois, mais elles ne vont pas s'appliquer à lui. T'as vraiment ce parallèle-là que je trouve assez intéressant et assez satirique et qui vraiment présente les inégalités sociales dans certaines sociétés qui peuvent avoir lieu dans notre société et ce côté de
je vous dis ça, mais moi j'ai pas envie de suivre cette règle, je fais comme je veux et vous devez obéir aux règles. On retiendra qu'il y a un pigeon dans ce film et qu'il y a le cri Willem qui pop à un moment donné, donc classique, tu as parfaitement résumé ce point-là, et puis j'aimerais encore pointer une dernière fois le jeu de Robert Pattinson qui... vraiment, il y a ce petit côté Jack Sparrow, il y a un côté très gestuel dans son jeu, il a son jeu de plouc qui marche mal, qui est un peu timide, qui bouge les bras d'une manière différente, qui a plus d'énergie, on dirait tout le temps qui est un peu avachi, qui a les bras qui tombent, on dirait que le mec il a plus de vie du tout, donc ça, il joue très bien tous ces problèmes de personnages-là, surtout en parallèle avec la version 18, celle-ci est beaucoup plus revancharde et beaucoup plus déterminée, et qui m'a plus fait penser à son Batman pour le coup en termes de personnalité. Et donc c'était assez marrant de voir du coup Pattinson jouer deux versions un peu différentes de lui-même, donc deux extrémités de ces deux personnalités-là, ce qui fonctionnait aussi. J'ai vu des gens aussi mettre un comparatif avec le cinéma de manière générale par rapport au film. Après, j'ai pas réussi à trouver le comparatif, hormis le fait que c'est Bong Joon-ho, un Coréen, qui utilise le système hollywoodien pour créer une histoire extrêmement thématique, qui critiquerait le capitalisme américain en grande partie, mais qui doit aussi critiquer des points du capitalisme, du système aussi politique coréen, qui a aussi des problèmes et qu'il avait surtout développé donc dans le problème des classes sociales dans Parasite. Donc j'ai pas non plus pu relever peut-être le fait qu'on n'arrête pas de créer des copies d'une seule personne, d'un seul même film, et que du coup il n'y ait pas d'originalité, et qu'il faut que ce film trouve peut-être son originalité, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver l'interprétation cinématographique qu'on pourrait avoir du film, mais on peut voir aussi une espèce de provocation ou de dissonance entre les États-Unis et le fait qu'un étranger fasse ce film-là avec leur industrie entre guillemets, quoi. En tout cas moi je pense que ça ponctue bien en tout cas ma critique de Mikey 17. Donc est-ce que tu as un dernier point à rajouter? Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous êtes censé l'avoir vu si on a un parti spoiler, mais n'hésitez pas à aller le voir, on vous l'a bien recommandé, et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film, à liker la vidéo, et je te remercie Mathis d'avoir été là, donc j'espère que tu as apprécié l'expérience. Oui, c'était assez intéressant de pouvoir parler d'un film, de pouvoir présenter mon point de vue en faisant des parallèles avec différentes autres œuvres cinématographiques. Je trouve intéressant de pouvoir connaître le contexte aussi par rapport aux autres œuvres qu'a fait ce réalisateur. Parce que mine de rien, par rapport à ce qu'il a fait, ça l'amène quelque part et on voit vraiment cette dimension de ok, il y a ce biome de neige sur la planète, il y a cette créature qui est pendue, qui est torturée, il y a cette créature qui est prise par Marshall comme étant un alien, mais c'est des autochtones vivant sur cette planète. Je tiens à ce terme. Et il y a vraiment cette dimension de relations, tout en prenant en compte le thème des voyages interplanétaires, où là on a vraiment ce côté de on part à l'aventure dans le cosmos, dans l'univers on peut dire, on découvre d'autres espèces et il y a la question du premier contact et là il est très mal géré on peut dire, mais t'as vraiment ce côté de on arrive et selon la personne qui dirige l'expédition, mine de rien les conclusions peuvent être tout autres. Et ça, je trouve un warning assez intéressant par rapport au contexte actuel, dans le sens où il y a pas mal de projets de voyages dans l'espace, des gens payent déjà leur place ou commencent à faire des avances pour pouvoir refaire des voyages dans l'espace dans le futur. Et il y a ce côté selon les personnes qui parlent, faites attention parce que la personne qui aura le pouvoir pourra faire des choix, mettre en avant des vices de l'humain qui ne sont pas des choses à mettre en avant pour des premiers contacts, sachant que ça peut t'amener les foudres d'une espèce, et si elle est plus avancée technologiquement parlant ou de manière humaine, défensive, on sait que certaines grenouilles, elles ont une peau qui est plein de poison, de toxines. Est-ce qu'il y a certaines formes de vie qui dégagent des virus ou des choses comme ça, ou qui vivent avec des virus, elles vivent avec, mais elles peuvent être contagieuses. Donc il y a vraiment ce côté-là de à quel point le premier contact et la personne qui dirige l'expédition est importante. Et donc cette thématique-là, je trouve assez intéressante et profonde. Et le fait de pouvoir en parler derrière, mine de rien, permet de pas juste digérer le film et de dire c'était un bon film, c'était cool, ou j'ai bien aimé voir mon acteur favori ou mon actrice favori dans ce film. Là, il y a vraiment ce côté de ok, j'ai vu ce film, j'ai pu en parler avec une personne qui connaît le monde cinématographique. De ce fait,
J'ai pu présenter certaines hypothèses que je peux émettre, présenter certains effets qui ont été choisis dans le montage, dans le son, que je trouve intéressants, et donc, de par ça, davantage imprimer ce souvenir en moi, parler de mon ressenti, qui est partagé ou non, on ne sait pas. Les mots très développés de la fin, donc comme vous pouvez le comprendre, dans ce film, on réfléchit, et ça nous amène à réfléchir davantage pour la suite. Donc merci à toutes et à tous d'avoir vu cette vidéo, et merci encore à Mathis. Bon, je sais pas quand est-ce que je referai la review d'un film, parce que là, il y a pas beaucoup de films qui m'intéressent cette année. Là, je ferai pas de review avant Thunderbolts de Marvel, je crois, et Thunderbolts, c'est pas avant fin du mois d'avril, donc on n'y est pas encore. Donc d'ici là, on va continuer à faire des vidéos et à rajouter du contenu, et donc d'ici là, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et merci, ciao. Et on a de voir Mikey 18. Oui, on essaye de refaire ciao ensemble. Ouais. Et ciao. Attends, et ciao. Et ciao. Non, en vrai, j'ai un décalage. Et c'est comment ça, le décalage? En fait, moi, je le fais après toi, en fait. Tu parles du geste? Non, des deux. Et ciao. Voilà, c'était mieux, là.